Alors, mesdames et messieurs, moi je remercie bien sûr, évidemment, avec beaucoup de chaleur, les collectifs Audace et Croissance Bleu Marine pour cette convention. Les sujets économiques et industriels étant très vastes, je me limiterai aujourd'hui aux deux thèmes essentiels qui nous ont occupés, donc l'innovation et l'entrepreneuriat. Ce titre porte à la fois un constat historique et un projet d'avenir. C'est un constat historique car la France a toujours produit des entrepreneurs de génie et des innovations majeures. D'ailleurs, entrepreneur est un mot français. Nous l'avons même exporté puisque les anglo-saxons l'ont adopté. Mais ce titre est aussi un projet d'avenir car la France doit redevenir le pays d'entrepreneurs et d'innovation qu'elle risque de cesser d'être dans le désordre économique, social et sécuritaire généralisé dans lequel elle s'enfonce, rongée par un chômage massif de plus en plus intenable. Contre ce mal, un seul remède, la création d'emplois par centaines de milliers. Au final, ce sont les entrepreneurs qui créent l'emploi. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur, me direz-vous ? Un entrepreneur est une personne qui prend le risque de réunir des capitaux et une équipe d'hommes et de femmes dans le but d'atteindre un objectif. Un entrepreneur est un véritable aventurier qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour innover et entraîner les autres à faire autre chose que ce que la raison, la crainte ou l'habitude leur dictent de faire. Qu'est-ce qui fait courir la plupart des entrepreneurs ? L'appât du gain ? Non. Le penser serait manifester la pire méconnaissance de ces hommes et de ces femmes dont les motivations les plus profondes sont le goût de la liberté et un besoin débordant de construire. On disait naguère « heureux comme Dieu en France ». Eh bien, je souhaite que mon projet et mon programme permettent de dire « heureux comme un entrepreneur en France ». Je suis d'ailleurs intimement persuadé qu'il n'y a aucune opposition entre les entrepreneurs et les salariés et les ouvriers, ce que je défends ardemment face aux assauts de la mondialisation sauvage et des candidats qui portent ces dérives. Se battre pour l'entrepreneuriat, c'est aussi se battre pour les salaires et pour l'emploi. Qu'est-ce qui rend un entrepreneur heureux dans un monde du travail heureux ? Ce qui le rend heureux, c'est d'abord la liberté. Liberté de créer, puis de développer sa société sans être étouffé par des contraintes administratives inutiles. C'est pourquoi je mettrai en place un véritable guichet unique qui sera le trait d'union entre les entreprises et les administrations. Liberté d'embaucher aussi, sans être écrasé par des cotisations trop lourdes qui sont un frein au développement des TPE et des PME. Liberté d'évoluer sans être freiné par les banques, que nous inciterons concrètement à proposer des prêts de trésorerie. Nous développerons des dispositifs de financement innovants et participatifs aussi pour que l'épargne des Français soit en priorité orientée vers les entreprises françaises. Ce qui rend un entrepreneur heureux, c'est la liberté de construire, de bâtir avec des salariés sans être étranglé par les mauvais payeurs. Sur ce sujet, nous mettrons en place un contrôle strict du respect des délais de paiement, qui seront d'ailleurs réduits. Notre administration devrait être exemplaire et celle-ci, ainsi que les collectivités, serviront d'avant-garde à la mise en œuvre de pénalités de retard d'application automatique. C'est encore la liberté de grandir, sans être handicapé par des appels d'offres trop complexes qui intègrent souvent, inutilement, un critère de taille. Nous imposerons aux collectivités de choisir des entreprises produisant en France si leurs produits ne sont pas 25% plus chers que ceux des entreprises étrangères. C'est la liberté, enfin, de transmettre. Car la pérennité d'une entreprise est le meilleur gage d'un emploi durable. Je mettrai en place des dispositifs adaptés pour éviter que des entreprises ne soient détruites ou rachetées par des repreneurs vautours quand elles pourraient continuer à créer des emplois sur notre sol. Cependant, cette liberté justement réclamée par les entrepreneurs ne serait qu'un leurre si elle n'était pas garantie par l'État dans le cadre de la nation. Car ce dont un entrepreneur a avant tout besoin, c'est d'accéder à des marchés, c'est d'avoir des clients, c'est d'être protégé de la concurrence déloyale.
Cette protection est celle que réclame aussi bien l'entrepreneur que le salarié. La première mission de l'État stratège en matière économique est de fixer les règles du jeu et de veiller à ce qu'elles soient respectées par tous, ce qui est évidemment loin d'être le cas aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Le salut de nos entreprises et de notre économie passe donc par le patriotisme économique. Et tous ceux qui vous parleront de patriotisme économique sans proposer de retrouver notre indépendance sont dans l'imposture la plus totale. Une imposture aussi bien intellectuelle que politique. Car toute forme de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent est impossible tant que nous serons prisonniers de l'Union européenne et de l'euro. Cet euro dont le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz nous dit qu'il vit peut-être ses dernières heures car il est totalement inadapté. Ce que cachent les politiques, et les experts d'ailleurs qui en sont les relais sur les différents plateaux, ou les pseudo-économistes, je ne sais pas trop d'ailleurs quel diplôme sanctionne ce titre souvent pompeux. Ce qu'ils veulent cacher, c'est qu'ils souhaitent conserver la situation actuelle. C'est ça la réalité. Derrière les mots de réforme qu'ils utilisent en toutes circonstances, c'est garder le cadre actuel, et notamment le cadre imposé par l'Union européenne. Mais si l'on voulait créer immédiatement, restant dans le cadre actuel, plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables en France, c'est un exemple. Il faudrait baisser le salaire des ouvriers français au niveau de celui de la Chine, premier producteur mondial. Il faudrait supprimer la quasi-totalité des cotisations sociales, donc le financement des retraites et de l'assurance santé. Il faudrait supprimer toute contrainte environnementale, toute réglementation sur la sécurité au travail et exonérer d'ailleurs d'impôts la majorité des profits qui sont créés par cette activité. Mais est-ce que ce cauchemar vous paraît viable et socialement réaliste et digne? Digne? Mais évidemment que non. Sauf peut-être à François Fillon ou à Emmanuel Macron. Rappelons d'ailleurs à tous ceux qui semblent l'ignorer que la Chine protège et réserve ses marchés publics à ses entreprises nationales. C'est ainsi que les entreprises de ce pays, s'appuyant sur des marchés publics réservés, sont devenues puissantes sur leur marché intérieur avant d'inonder un marché européen sans protection. Voyez ainsi comment Donald Trump, par volontarisme, a réussi à imposer à Ford de rapatrier une partie de sa production aux États-Unis. Seules les vraies réformes que je propose permettront aux entreprises de créer massivement des emplois. Ces emplois industriels pérennes et rémunérateurs, issus de la combinaison d'une croissance soutenue et de progrès technologiques, notre pays en a tellement besoin. Mais ils ne verront le jour que si nous levons l'obstacle majeur à la réindustrialisation de la France, qui est bien, et ça a été rappelé tout à l'heure, la monnaie unique. L'euro est en fait un Deutsche Mark bis. C'est une monnaie trop chère pour la France, comme nous le dit le FMI lui-même. Cela crée un déficit de compétitivité, une distorsion de concurrence de plus de 20% au détriment de nos entreprises exportatrices, dont la conséquence est un déficit chronique de notre commerce extérieur, et ce, comme par hasard, depuis la naissance de l'euro en 2001. Les voitures françaises se vendraient comme des petits pains en Europe si les constructeurs français gagnaient 20% de compétitivité d'un seul coup face aux constructeurs allemands, leurs principaux concurrents au passage. Imaginez le ressort que cela donnerait à l'activité des entreprises et à l'emploi. A contrario, prise en tenaille entre libre-échange excessif et euro trop cher pour elle, la France a perdu un nombre très élevé d'emplois industriels. Notre industrie, en réalité, est saignée à blanc et la France s'appauvrit. Tu as eu raison de le rappeler tout à l'heure, Michael. Nous devons cesser d'être les idiots du commerce international. Comme l'a rappelé Philippe, la réglementation de l'Union européenne pose plusieurs interdits qui rendent impossible le marquage et la promotion du fabriqué en France. Mais on marche sur la tête. La France ne peut pas imposer la mention du pays de fabrication d'un produit, ce qui interdit de favoriser le fabriqué en France et ce qui interdit aussi d'informer les consommateurs sur le produit qu'ils achètent. Dans ces temps de transparence, on peut quand même trouver pour le moins contradictoire que survivent
ce type d'interdictions qui sont en fait la conséquence de leur idéologie. La France n'a même pas le droit de lancer une campagne publicitaire pour vanter le fabriqué en France. De même, un marché public ne peut pas être attribué de façon préférentielle à des entreprises locales ou nationales. On le voit bien. Prétendre faire du patriotisme économique dans l'Union européenne est un vaste enfumage. C'est rigoureusement impossible, sauf à enfreindre les directives et donc la loi européenne, qui, dans la forme actuelle de l'Union européenne, l'emporte sur les nôtres. Le retour à notre souveraineté est donc une condition indispensable à la seule forme de soutien que souhaitent les entrepreneurs et les salariés français, l'accès à des marchés loyalement concurrentiels et à des clients solvables. Cette souveraineté, dans toutes ses dimensions, territoriale, législative, économique, monétaire et numérique, c'est la capacité à décider par nous-mêmes, comme le peuple majeur que nous sommes, et non comme un peuple mineur ou sous tutelle. C'est une nécessité absolue pour renouer avec la prospérité et le plein emploi qui seuls permettront de remettre la France en ordre. Le patriotisme économique permettra de recréer un cercle économique vertueux, car quand un produit est fabriqué en France, les recettes fiscales, les cotisations des salariés sont payées en France et alimentent évidemment les caisses de l'État. L'achat de produits fabriqués en France sera donc bon pour notre économie. Il sera aussi bon pour réduire le déficit budgétaire et la dette française. Et bien entendu, cette richesse, ces emplois et ces entreprises créées en France permettront d'avoir un niveau d'imposition des ménages et des entreprises plus bas et plus juste. Ce patriotisme économique permettra de créer ou de relocaliser des filières industrielles en France. Mais la finance moderne, totalement dérégulée, entrave fortement la création, le développement et même l'investissement des entreprises dont la France a besoin. Il faudra donc la réglementer d'une main ferme, mais avec discernement pour qu'elle soit à nouveau au service de l'économie réelle. Ainsi, les banques ont trop souvent dévoyé leurs activités en spéculation financière inutile et ont délaissé l'économie réelle. Avec un simple mécanisme technique comme le coefficient de réserve obligatoire, nous pouvons fortement inciter les banques à irriguer l'économie réelle à partir de l'épargne des Français, plutôt qu'à créer des bulles financières inutiles, voire néfastes. Pour que nos entreprises du futur se développent nombreuses, je veux un capital risque français à la hauteur et des pôles de compétitivité tout aussi nécessaires à la création de nouvelles filières industrielles qu'à la résorption du chômage. Je propose ainsi que les assureurs vie aient l'obligation de placer 2% de leurs 1 600 milliards d'actifs, soit 32 milliards d'euros, en capital risque. Cette simple règle permettra de financer la création et le développement d'un grand nombre de nouvelles entreprises dont la France a tant besoin. Poussées par un renouveau de la demande, les entreprises pourront emprunter aux banques pour investir et moderniser leur outil de production. Elles y auront d'autant plus intérêt que tout sera fait pour que l'investissement accélère et que la France se modernise avec un impôt sur les sociétés réduit sur les bénéfices réinvestis dans l'entreprise. Certains territoires, comme les banlieues, débordent de jeunes talents laissés en germe par un millefeuille administratif complexe et l'absence d'un capital d'amorçage. Il convient, dans le cadre de l'État stratège, d'accompagner le principe d'initiative en créant un fonds d'investissement à destination des entreprises naissantes, les start-up innovantes. Par l'apport de fonds propres ou quasi-fonds propres, il permettra ainsi l'aboutissement du plan de financement initial en complétant l'apport. D'autre part, le secteur du numérique est incontestablement un secteur de socialisation et d'avenir, pourvoyeur d'emplois et de perspectives économiques pérennes. Dans cette perspective, il devra être soutenu et promu. Un fonds d'investissement pour l'innovation en santé sera créé en partenariat avec la BPI et les subventions aux start-up innovantes seront là, conditionnées à un engagement pour l'entreprise de rester sur le sol français et de ne pas revendre les technologies à une entreprise étrangère pendant 10 ans. Capital risque, finance au service des entreprises et des salariés, impôt sur les sociétés favorisant l'investissement, les entreprises de France retrouveront des couleurs et les salariés, évidemment, auront tout à y gagner. J'y reviendrai longuement au cours de ma campagne. Parce que je veux être la championne de la réindustrialisation de la France, mais aussi de l'innovation. Toutes ces nouvelles mesures que nous prendrons aideront à relancer notre industrie, clé de la richesse d'un pays, et à la positionner sur les créneaux les plus innovants qui ont toujours fait notre force.
Les périodes de grande prospérité de l'histoire de France ont toujours été des périodes où les gouvernants se souciaient de l'industrie. Faut-il le rappeler? Faut-il rappeler que c'est Colbert, ministre de l'Industrie de Louis XIV, qui permit l'émergence de l'entreprise qui allait devenir Saint-Gobain, aujourd'hui leader mondial du verre employant 170 000 personnes. Si l'histoire de Saint-Gobain sous Colbert est la plus emblématique, elle est loin d'être la seule. Le ministre de l'Industrie ayant réussi à développer le secteur du luxe et de nombreux autres secteurs industriels, apportant ainsi richesse et prospérité à notre pays. Un autre grand personnage de notre histoire est connu pour avoir mené une politique industrielle réussie. Il s'agit bien sûr de Charles de Gaulle. Le général de Gaulle, puis le président Pompidou, tous deux héritiers politiques de Colbert, avaient engagé il y a 50 ans une vraie politique industrielle, visionnaire pour la France, dans des secteurs aussi divers que le nucléaire, l'aéronautique, les télécoms, le ferroviaire, l'armement ou encore le spatial. En s'appuyant dans un premier temps sur la recherche publique, puis dans un second temps sur la commande publique, les entreprises françaises ont pu développer de nouvelles technologies et devenir des leaders sur leur marché intérieur avant de conquérir les marchés extérieurs. Ces entreprises ont bénéficié du volontarisme de Gaulle et de son désir de pousser par le patriotisme économique les entreprises françaises dans de nouveaux secteurs prometteurs. Ariane, Airbus, Concorde, le TGV, les équipements de télécommunication d'Alcatel, les centrales électriques avec Alstom sont les fruits de ce partenariat entre les entreprises privées et l'État stratège, de cette combinaison entre la recherche privée et la recherche publique et de cette volonté d'acheter français. Des centaines de milliers d'emplois qualifiés ont été créés, ainsi que des pôles d'excellence industrielle qui sont encore mondialement reconnus aujourd'hui. De nos jours, les présidents oublieux de leurs devoirs laissent filer nos champions créés par les grands hommes d'hier. Bien sûr, l'époque a changé, il ne s'agit pas de copier le passé, mais de s'inspirer d'une philosophie politique et économique qui a su démontrer son efficacité et sa modernité, cette philosophie volontariste que redécouvrent en ce moment même les États-Unis et le Royaume-Uni. Enfin, nous avons le devoir de soutenir notre agriculture, un des symboles de la France, un de ses piliers aujourd'hui en grande difficulté du fait d'un libre-échange suicidaire et d'une monnaie surévaluée. Confrontés l'an dernier à une chute de leurs revenus, les exploitants les plus fragiles, environ un tiers de la profession tout de même, se sont retrouvés avec un revenu d'à peine plus de 350 € par mois. Si on ne fait rien, un grand nombre d'entre eux sera contraint d'abandonner son exploitation. Et c'est intolérable. Un pays qui traite aussi mal ceux qui le nourrissent est un pays en désordre. Enfin, j'aimerais, pour conclure, évoquer d'autres travailleurs abandonnés, traumatisés par le gouvernement Fillon et ses successeurs. Eux non plus ne comptent pas leurs heures. Et pourtant, ils peinent souvent à atteindre l'équivalent d'un SMIC. Je pense bien entendu aux indépendants. Ils ont subi de plein fouet et dans l'indifférence générale des gouvernements les dysfonctionnements du terrible RSI mis en place en 2008 lors du quinquennat Fillon-Sarkozy. Alors je le dis solennellement, il est temps d'en finir avec ce RSI qui conduit trop souvent au RSA. La protection sociale des indépendants est devenue un véritable enfer. Double appel à la cotisation, appel disproportionné ou erroné, retard de versement, difficulté de remboursement de soins ou dans la liquidation des droits à la retraite, service d'assistance déplorable, envoi d'huissier pour le recouvrement sans ménagement et j'en passe. Une fois au pouvoir, nous organiserons des assises sur la protection sociale des indépendants avec les acteurs concernés pour refondre complètement le RSI. Il s'agira d'offrir un bouclier social aux indépendants en conservant la spécificité de leur régime et leur permettre de pratiquer l'autodéclaration des revenus avec une régularisation en fin d'année et en offrant d'ailleurs à ceux qui le souhaitent la possibilité de s'affilier au régime général.
Je conclurai par l'engagement que ma présidence sera celle de la justice en matière économique, meilleur équilibre entre travail et capital, meilleur équilibre entre économie réelle et finance, rejet de la mondialisation sauvage, meilleur équilibre entre grands groupes et PME pour remettre la France et son économie en ordre en 5 ans, et ce, au nom du peuple. Je vous remercie.